On va revenir sur les propos de Laurent Nunez. Alors, Laurent Nunez, il a une pensée, je ne sais pas s'il est franc-maçon, hein. C'est exactement la pensée socialiste et franc-maçon. Voilà. Toutes ces interventions sont à décoder à l'aune d'une pensée qui existe, hein, qui est une pensée, une philosophie. Pourquoi vous dites non ? Moi, je pense que toutes ces pensées sont à décoder à l'aune de... Il pense en permanence à son prédécesseur. Ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est le contraire. Je suis d'accord, je l'ai dit. De ce que fait M. Retailleau. Il veut détricoter tout, il va virer les préfets. Voilà. Parce que les... sa ligne. Oui, oui, tout à fait. Bon, mais... Il n'y en a qu'une. Exactement. Donc il était d'ailleurs... il n'était pas comme ça, manifestement, puisqu'il a travaillé avec Bruno Retailleau. Donc il n'était pas comme ça, Monsieur Nunez. Donc il se révèle. Mais ces prises de parole sont à décoder à l'aune d'une pensée socialiste et franc-maçon. C'est-à-dire que ce sont les discours qui sont entendus au Grand Orient. Je le répète, je ne sais pas s'il est franc-maçon ou pas. Je ne le sais pas. Mais d'ailleurs, ce serait intéressant de lui poser la question. Mais c'est le genre de question, manifestement, qu'on ne pose pas. C'est dommage, d'ailleurs, parce que ça renseigne. C'est comme on avait interrogé Lionel Jospin il y a 30 ou 40 ans pour savoir s'il était trotskiste ou pas. C'est intéressant, moi, je veux savoir si la ministre de la République... C'est pas qu'on ne pose pas la question qui est un problème. Oui. C'est qu'ils ne répondent pas à la question. Mais il faut lui reposer la question, parce que un ministre de la République doit savoir d'où tu parles. D'où tu parles. Donc il a le droit de dire... et tout le monde décodera cette pensée, ce qu'il a dit. Vous êtes d'accord avec ce que je dis ? Moi, je suis d'accord avec le fait que le secret maçonnique ne se justifie pas en ces temps aujourd'hui et qu'il est respecté d'une manière qui est extrêmement ferme en Europe, en France en tout cas, pas du tout par exemple aux États-Unis où les gens assument parfaitement leur appartenance. Exactement, ils ont le droit. C'est pas, je veux dire, le Grand Orient a pignon sur rue. Oui. Et il n'y a pas de souci là-dedans. Simplement, on va écouter ce qu'il dit. Ce qu'il dit est incroyable. Alors d'ailleurs, je lisais, c'est Pierre Martinet que vous connaissez, qui a publié une tribune. La France sera-t-elle une république islamique à la fin du XXIe siècle ? Cette question, je me la pose avec gravité et parfois pessimiste depuis plusieurs mois, plusieurs années. Bon, évidemment, on n'en est pas là. Mais ce qu'il dit avec ces jeunes enfants, où il ne veut pas faire le procès à des jeunes filles de 6 ans, mais évidemment, on ne fait pas le procès aux jeunes filles de 6 ans, c'est idiot. C'est idiot ce qu'il dit. On va faire évidemment le procès à ceux qui leur demandent de porter le voile. Bien sûr. C'est invraisemblable qu'il ait dit cette phrase. Alors écoutez ce qu'a dit Monsieur Nunez. C'est passé comme toujours, je veux dire, sous les radars. C'était le 12 mars quand il est intervenu à la Grande Mosquée de Paris. C'est ce qui justifie d'ailleurs ma position sur l'interdiction du port du voile sur l'espace public par les mineurs. Je ne serai pas celui qui ira expliquer à des enfants qu'en portant le voile, elles menacent le vivre ensemble républicain. C'est également ce qui justifiera que je pousse et défende, comme ministre des cultes, toute initiative qui puisse contribuer à mieux faire connaître l'islam. Et tu sais, mon cher Shels, combien le président de la République est attaché à développer, à mieux faire connaître l'islam. Ce sont des gens qui ne tirent jamais aucune conclusion de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à Creil, en 89, c'est quasiment des sujets qu'on peut comparer. Et à 37 ans de distance, c'est les mêmes réflexes. C'est pas une conclusion. Marie-Hélène Trémollet. C'est un choix conscient et je vous rejoins complètement sur le fait que la première préoccupation de Laurent Nunez, déjà, c'est de détricoter ce que fait Bruno Retailleau, ce que vous aviez dit. Bruno Retailleau qui a voulu se montrer ferme envers notamment la question de l'immigration, la question de l'islam et la question de l'Algérie. Et Laurent Nunez qui avait dit, je le répète, parce que là il a des propos extrêmement politiques, quand il était arrivé, il incarnait une image très assumée de technicien qui n'était pas là pour faire de la politique. Lui, il était là pour juste la place Beauvau et la gestion de la place Beauvau. On peut voir que c'est pas du tout le cas ici. Ensuite, on voit que c'est une volonté de détricoter au point de ne pas tirer les leçons dont vous parlez, puisque les LR ont déposé une proposition de loi pour interdire le voile aux mineurs. Donc c'est un sujet qui a fait débat à l'Assemblée. Pourquoi il y a eu cette proposition de loi ? Puisqu'il y a eu un rapport sur les frères musulmans et l'islamisme politique en France qui a été publié en mai dernier, donc sous son prédécesseur Bruno Retailleau, qui était alors ministre de l'Intérieur. Le rapport vient du ministère de l'Intérieur. Et il dénonçait une augmentation massive et visible du port du voile. Le deuxième argument pour que les Républicains présentent cette loi, c'était une étude IFOP en novembre dernier qui disait que 45% des jeunes musulmanes de moins de 25 ans portent le voile aujourd'hui. Elles étaient 16% en 2003. Donc on peut voir que cette augmentation est nette, elle est indéniable, elle pose la question du rapport à la laïcité dans notre société. Et
la démarche de Laurent Nunez ne s'attache pas du tout à travailler sur cette réalité-là. C'est une démarche politique dans le but de contredire Bruno Retailleau et pourquoi pas aussi d'aller dans le sens de Shemseddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Il est cohérent avec lui-même, Laurent Nunez, parce qu'avec la politique d'immigration totalement folle qu'il conduit comme ministre de l'Intérieur, je pense que le port du voile a de beaux jours devant lui en France. En revanche, il est en porte-à-faux avec quelqu'un, c'est avec Emmanuel Macron, qui avait dit en 2018, ça a été oublié par tout le monde, que le voile était contraire à ce qu'il appelait la civilité à la française. Pour revenir sur ce que vous avez dit... Oui, mais il prépare 2032 maintenant, Emmanuel Macron. Il faut aussi voir tout ce qui se passe aujourd'hui à l'aune de 2032. La mélenchonisation des esprits, elle est en marche. On l'a vu à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est un déclic. Allégeance à la France insoumise. Le Cornu, Nunez, dans ce qui s'est passé à Saint-Denis. Sans doute, en tout cas... Donc, vous avez un président de la République qui prépare 2032, qui veut revenir et qui, effectivement, collabore. Ou collaborera avec cette nouvelle société. Sans doute, en tout cas, certains seront profondément choqués par ces propos, à commencer par les millions de Français en proie à l'insécurité culturelle, mais aussi toutes les jeunes filles musulmanes qui sont sous la férule des islamistes qui veulent leur imposer ce symbole d'apartheid sexuel qu'est le voile, alors même qu'elles sont les premières bénéficiaires des politiques de laïcité. Je rappelle que la loi de 2004, qui en a bénéficié d'un point de vue éducatif, d'un point de vue scolaire, ce sont les jeunes filles musulmanes qui ont vu leurs résultats augmenter. Il y a une étude d'Éric Morin sur le sujet. Richard Millet. Est-ce qu'il n'y a pas aussi chez Laurent Nunez une volonté d'aligner la France sur le reste de l'Europe, l'Union européenne en tout cas, qui, elle, prône, ou en tout cas n'interdit pas le port du voile, ni dans les écoles, ni ailleurs? Mais c'est Jean-François Copé qui l'accepte dans ses conseils municipaux. Donc, en fait, on est exactement dans soumission. On est dans soumission. Et soumission, après, ça sera capitulation. Donc, ils sont dans cet état d'esprit. Ils bradent la France. Il brade l'histoire de la France, ses mœurs, c'est une manière de brader sa culture, c'est une autre société. C'est une société communautaire avec des demandes communautaires identitaires. C'est pas l'histoire de la France, là j'y peux rien. Mais ce qui est étonnant, c'est que là, Laurent Nunez se place presque plus à gauche que Gabriel Attal, par exemple. Gabriel Attal, il est quand même pour l'interdiction du voile au moins de 15 ans, au nom de la protection. Il l'était il y a 2 ans, mais vous verrez que maintenant, si ça se trouve, il aura peut-être changé. Que voulez-vous dire, Vincent Hervouette ? C'est très intéressant ce qui s'est passé dans les municipales. C'est très très intéressant, je vous assure. En fait, c'est un basculement. Ça grignote. Je vous l'ai dit, c'est ça le verbe grignoter. Il y a des mots qu'on emploie autour de cette table régulièrement. Ça grignote. Tu grignotes. À chaque fois, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Tu grignotes. Donc vous avez, et vous avez même aussi au plus haut niveau de l'État, des gens qui trouvent très bien que des jeunes filles, des jeunes fillettes portent des voiles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, écoutons Marion Maréchal sur Laurent Nunez. Laurent Nunez qui, je le répète, n'interdira pas le port du voile pour les jeunes filles musulmanes voilées, mineures, dans l'espace public. Qu'a dit Marion Maréchal sur ce sujet ? C'est extrêmement inquiétant parce que personne ne lui demande d'ailleurs de prendre à partie ces jeunes filles. En revanche, on lui demande de prendre à partie les islamistes qui voilent ces jeunes filles. Parce que ce sont les islamistes qui voilent les enfants. Voilà. Et donc on aurait davantage attendu de Laurent Nunez qu'il envoie un signal clair à tous ces hommes et ces femmes islamistes qui imposent à ces jeunes filles de porter le voile, qui donc entravent finalement leur liberté. Et le message le plus sain aurait été de leur dire qu'ils n'ont rien à faire en France. C'est incroyable quand même, la soumission de ces gens. Je vous assure, c'est l'époque l'époque qu'on aura vécue. On n'a pas de chance. Hein. Vraiment, on n'a pas de chance. Depuis Creil, on n'a pas de chance. On a des dirigeants qui n'auront jamais été à la mesure de ce qui se passe en France. Et le problème, c'est que Laurent Nunez n'est que la face émergée de l'iceberg. Je pense qu'il y en a beaucoup, y compris à droite, chez les LR, qui sont exactement sur cette position. Je me rappelle des prises de parole de Jean-François Copé au moment où il était question d'interdire le voile de manière généralisée dans les compétitions sportives. Il était peu ou prou sur cette ligne. Joachim Le Floch, d'ailleurs, il faut saluer le président de la Fédération française de football, qui a été très, très bon là-dessus, Philippe Diallo. Souvenez-vous, l'ancienne ministre qui a disparu d'ailleurs, l'ancienne ministre des Sports, ou qui a été recasée je ne sais où, qui effectivement était pour le port du voile de ces jeunes femmes dans le sport. Il y a la loi du nombre derrière et des pressions qui sont extrêmement fortes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon. Mais Laurent Nunez aura du mal à... Aurore Berger, tiens, écoutez ce qu'on dit Aurore Berger, parce qu'elle est courageuse, Aurore Berger. Elle est ministre, c'est en février 2026. Février 2026. Que disait-elle, Aurore Berger ? Que le voile, que le fait de porter le voile soit un choix personnel, c'est un choix qui doit justement toujours être personnel, qui ne doit jamais être guidé par la contrainte, qu'aucune femme ne soit jamais contrainte de porter un signe religieux ostensible si elle ne le souhaite pas. C'est aussi ça qui est rappelé en disant cela. Oui, c'est un geste qui doit être un geste personnel.
intime, qui doit émaner d'une conviction, qu'elle soit culturelle ou religieuse d'ailleurs, mais qui jamais ne doit être guidée pour la contrainte. Pourquoi moi, par exemple, depuis des années, je demande qu'on puisse interdire le port du voile pour les mineurs, au moins pour les jeunes filles de moins de 15 ans? Parce que ça n'est pas la même chose qu'une jeune femme se voile quand elle a 20 ans, parce que c'est sa liberté et que personne ne doit lui enlever cette liberté-là. Mais pour autant, quand vous avez 8 ans ou 10 ans, évidemment, vous n'avez pas la même capacité à consentir ou pas, à faire ou pas. Non, mais c'est pour ça que je pense que c'est très important, justement, qu'il y ait des guides et qu'il y ait des textes qui rappellent que ça doit toujours émaner d'une volonté qui est une volonté personnelle, qu'il y a un consentement, qu'il y a une volonté libre et éclairée de le faire ou de ne pas faire. Et c'est ça qu'on doit garantir. Et c'est ça que nous, la loi doit garantir. Et évidemment, pour les mineurs, la question se pose de leur liberté, de leur capacité à consentir plutôt que juste à se conformer à ce que la famille souhaite, à ce que les parents souhaitent. Qu'elle en parle, puisqu'elle est au même gouvernement que monsieur Nunez et qu'elle lui en parle. Alors, c'est un marqueur, ce qui s'est passé avant-hier à l'Assemblée nationale, l'allégeance à la France insoumise, et tout ça va ensemble, hein, entre Emmanuel Macron. Tout ça, il y a un lien entre tout ce que nous disons. Hein. Le lien, il est clair, c'est la soumission. C'est-à-dire que maintenant, voilà, ce qui s'est passé lors de l'élection municipale est un marqueur aussi. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui collaborent. Voilà, tout simplement, et c'est le cas de M. Nunez, c'est le cas de M. Lecornu. Il veut être partie civile contre CNews. Il va être partie civile, ce qui n'a pas de sens d'ailleurs, parce que ça sera parfaitement irrecevable. Donc écoutez, vous savez que M. Bagayoko a décidé de porter plainte contre CNews. Donc ça va être intéressant de voir ce que dit la justice. Il y a une démarche aussi près de l'Arcom. L'Arcom, c'est difficile, c'est différent parce que c'est un peu plus flou, les critères. Mais la loi, où une parole est raciste, ou elle ne l'est pas. Bon. Et écoutez ce qu'a dit M. Nunez hier matin sur France Info. Alors, il avait un peu rétro-pédalé. Voilà, il disait que c'était pas vraiment raciste, mais que c'était par allusion. Donc, je ne sais pas ce que c'est, le racisme par allusion. Il faut qu'on nous explique juridiquement ce que c'est. Écoutez-le. Vous avez annoncé hier, monsieur le ministre, que le gouvernement étudiait la possibilité de poursuite pénale dans l'affaire des propos racistes visant le maire LFI de Saint-Denis, Bailly Bagayoko. Est-ce que vous avez fini d'étudier la possibilité? Est-ce que ce matin sur France Info, vous nous annoncez une décision? Est-ce que vous vous engagez? Non, on est toujours en train de regarder. D'ailleurs, le Premier ministre a aussi dit hier à l'Assemblée nationale que si monsieur le maire de Saint-Denis portait plainte, le préfet se porterait partie civile. Voilà, donc on est encore en train je pense que le plus important, c'était vraiment de condamner très fermement ces propos, qui encore une fois, voilà, sont ignobles. Ces comparaisons qui ne sont pas faites directement, qui sont faites directement de manière allusive. Mais enfin voilà, moi, en tout cas, ça me paraissait assez clair, il fallait le condamner très fermement. Et ensuite, évidemment, il y a les actions en cours. Il y a une action aussi devant l'Arcom qui a été engagée par un certain nombre de parlementaires, à laquelle on va être très attentif. C'est intéressant la personnalité de M. Nunez, parce qu'il jouissait d'une bonne cote, disons-le, de très bons techniciens, il était passé par le contre-espionnage, et puis tout d'un coup, tu lui donnes le pouvoir, et puis il se révèle assez différent de ce que les uns et les autres imaginaient, Vincent Herouet. Écoutez, moi, il n'a jamais suscité en moi une très grande curiosité, donc je ne suis pas le bon interlocuteur sur ce sujet. Il m'ennuie profondément. Je n'ai jamais entendu dire quelque chose qui m'est vraiment, qui m'est paru à la fois courageux, intelligent, nouveau. J'ai toujours trouvé parfaitement suiviste. Et là, il s'avère tel qu'il est. Bon, c'est un politicien d'un modèle, rase les murs, quoi. Mm-hmm. Il n'écoute pas aux portes, il n'écoute plus aux portes, mais il rase les murs. Ce qui est sûr, c'est que déjà le pouvoir change les gens. Et qu'ensuite, il y a une différence, c'est que de fait, pendant longtemps, Laurent Nunez est passé pour un technicien, et là, il tient des propos politiques qui, d'ailleurs, pourraient le mettre dans l'embarras, puisque le discours qu'il tient sur le voile, on dirait une volonté de ne pas faire de vagues à la Grande Mosquée de Paris, mais en réalité, ça en fera des vagues, puisqu'ils ne sont pas d'accord dans leur propre gouvernement, ils ne sont pas d'accord avec Renaissance, LR, le Rassemblement national. Donc forcément, ces propos vont créer une nouvelle polémique. Pas forcément. Alors, ce que vous dites, c'est moi, j'ai du mal à croire nous, qu'une on en grosse parle partie ici, de l'Assemblée s'en emparera pas, je vous avoue. Oui, mais vous verrez que dans l'espace médiatique, il est protégé, il le sait. Oui. Ce ne sont pas des sujets qui seront abordés ni à France Inter, ni à Télérama, ni à Libération, ni à Quotidien, ni sur le service public. Au contraire, ces propos seront salués comme des propos de tolérance, de vivre ensemble, de mesures, de lutte contre l'islamophobie. Exactement, c'est le contraire. On saluera la hauteur de vue de cet homme qui souhaite effectivement... C'est comme Creil. La voix rassurante. Exactement. Oui, mais et ça grignote. De la classe politique. Et ça, c'est les collabos. C'est les collabos. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Tout ça, tous ces gens collaborent.
il collabore à ce que la France perde son identité. Je n'y peux rien. Oui. Ça grignote. Ça grignote. Alors, c'est d'autant plus frappant que, le chiffre que vous donnez tout à l'heure de 45% des musulmanes qui portent le voile, de moins de 25 ans. Donc de moins de 25 ans, laisse quand même, oui bien sûr, laisse quand même comprendre qu'il y en a 55%, donc une majorité qui ne le porte pas encore. Le jour où elles seront majoritaires, effectivement, la pression sera encore pire. Mais ce qui est intéressant dans ce chiffre, c'est l'évolution par rapport à 2003. Bien sûr, l'évolution est radicale. Mais il y a encore une majorité de jeunes femmes de confession musulmane qui se refusent à se soumettre ainsi à la loi des frères musulmans. Et c'est extravagant qu'un ministre qui n'a pas jamais été... Il a été élu, M. Nunez? Jamais, je crois. Mais non, mais je vous dis, ce sont des gens qui sortent de nulle part, qui étaient effectivement au fond de la pièce, et puis tout d'un coup, en fait, tu t'aperçois qu'ils nourrissaient depuis des années sans doute quelque chose qu'il ne disait pas, parce qu'il par prudence ou par suivisme, comme vous dites. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il a travaillé avec Bruno Retailleau, il passe son temps à détricoter ce qu'il a fait. Il est passé de la coulisse à la scène, et ça impose un peu de courage dans les convictions, de ne plus être cette espèce de voix molle qui prône la prudence à ceux qui s'exposent. Bon, Raphaël Arnaud, alors ce qui est drôle, c'est que Mayalène Trémorlet, c'est que ce discours-là de soumission à la France insoumise, il n'en tirera aucun bénéfice. Parce que Raphaël Arnaud, qui a donné une interview hier, c'est ça le grand paradoxe. Ils se soumettent à des gens qui leur marcheront dessus. C'est d'ailleurs ce que fait en permanence avec le Parti Socialiste Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'il leur a dit, ils leur marchent dessus. Et ils y vont. Et ils y retournent. Je ne sais pas si la France insoumise y verra un message pour elle. Ce qui est sûr, c'est qu'elle considère que Laurent Nunez doit être un fasciste, comme énormément de monde de la classe politique aujourd'hui, qu'il range parmi les fascistes. C'est ce qu'a exposé Raphaël Arnaud dans une interview de plus d'1 heure aux médias Blast hier. Une interview très intéressante puisqu'il fait son grand retour à l'Assemblée hier, donc à grand fracas, avec une interview d'abord soutenue par l'intégralité de la France insoumise, qui a ce pouvoir, qui sait se structurer en un seul bloc pour défendre un de ses membres qui est attaqué. Donc après 1 mois et demi de disparition médiatique calculée après la mort du jeune Quentin de Ranc, une interview de plus d'1 heure, un retour à l'Assemblée nationale, une défense, un véritable plaidoyer de plus d'1 demi-heure pour défendre la jeune garde, comme si c'était une forme de sécurité d'utilité publique. Il en parle dans les rues de Lyon comme si seule la jeune garde était en mesure d'agir contre toute action violente et non pas la police. Il dénonce l'inaction de la police à plusieurs reprises. Et là où c'est très politique et très policé, c'est que demain, à 14h, il y a l'appel de la jeune garde, puisque la jeune garde, vous savez, avait été dissoute. Elle avait fait appel de sa dissolution devant le Conseil d'État. Et cet appel a lieu demain à 14h. Donc le plaidoyer arrive 2 jours avant. Le retour de Raphaël Arnaud arrive 2 jours avant, avec un soutien de Jean-Luc Mélenchon. Un tweet, je cite, « Son courage honore les insoumis ». Donc Raphaël Arnaud est désormais la victime d'un système médiatique qu'il a réduit au silence pendant 1 mois et demi après une polémique dont la jeune garde n'était absolument pas responsable. C'est ça que la France insoumise voudrait qu'on retienne de l'interview. On savait déjà que la France insoumise pratiquait l'inversion accusatoire, armait par le discours le bras de certains tueurs, voire les employait carrément dans leur propre parti. Moi, maintenant, en plus d'en vouloir à la France insoumise, j'en veux aussi à la complaisance de l'extrême centre, à ceux qui renvoient les uns et les autres dos à dos, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne rappelle jamais, mais c'est que par exemple au Rassemblement national, lorsque vous avez une brebis galeuse, elle est exclue, alors qu'à la France insoumise, elle est promue. Heureusement, les Français ne sont pas dupes dans tout ça, parce qu'il y en a quand même 74%, si on se réfère à un sondage Ipsos, qui estime que LFI est le premier parti en France qui attise la violence. Alors, parmi les choses qu'on peut souligner, il y a de la violence de l'extrême droite dans le pays, et là où on a compris qu'il y avait un tournant, c'est l'assassinat de Martin Aramburu dans les rues de Paris. On en a parlé hier, mais évidemment, c'est pas comparable, bien sûr. La violence politique n'est pas un problème dans ce pays pour toute une caste politique et médiatique. Il s'en fiche, dit-il. Je prends la parole aujourd'hui pour une raison évidente, poursuivre mon mandat de député. Ce qu'on revendique avec la jeune garde, c'est la possibilité de se défendre et de repousser des attaques de l'extrême droite. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, c'est pas un personnage isolé qui aime bien aller dans la rue, etc., se battre, Raphaël Arnaud. C'est un projet politique. Il le dit lui-même. Il dit que la jeune garde a décidé d'investir les institutions, donc l'Assemblée nationale, par exemple, parce qu'il cite les députés du Rassemblement national comme des nazis, des fascistes, des néo-nazis et des royalistes. Et il dit tant qu'il y aura cette population à l'Assemblée nationale, la jeune garde sera là, l'antifascisme sera là pour les contrer. Dans les rues, c'est pareil. Il considère qu'il est de son devoir, qu'il y a un devoir de l'antifascisme partout
partout en France pour lutter contre l'extrême droite. Et c'est soutenu par Jean-Luc Mélenchon depuis 2023. Mais Jean-Luc Mélenchon, en soutenant ce retour, Mathilde Panot a quand même tweeté « Pleurer les fachos ». Pleurer les fachos, et ma réponse est très claire. Élégante. Raphaël Arnaud a toute Il y a sa un place à choix l'Assemblée assumé nationale. de soutenir une forme de lutte permanente, parce que la Jeune Garde, c'est ça, c'est la lutte permanente contre l'antifascisme, à tel point que la version accusatoire va jusqu'à soutenir le collaborateur parlementaire qui est mis en cause dans la mort de Quentin Derengue, Jacques-Élie Favreau, où on dirait que Raphaël Arnaud le plaint presque en disant « mais il n'aurait pas voulu que ça arrive, etc. », expliquant qu'il est aujourd'hui dans une situation très embarrassante. Il est mis en cause par la justice. Il risque combien, 30 ans de prison? Oui, bon, la plainte du c'est bien ça. milicien. Là le gémissement du milicien couvert de sang qui vient ensuite jouer les victimes, ça vous ébranle? Écoutez, non, ce qui m'ébranle, c'est pas ça. Ce qui m'ébranle, c'est qu'il ait de l'audience. Oui. Et que l'extrême centre, comme disait Joachim Le Floch-Imad, pratique l'allégeance vis-à-vis de ces gens-là. Écoutez ce qu'a dit Madame Yael Braun-Pivet. Voyons si elle a les mots assez durs. Madame sur France Info, généralement elle les a parfois sur notre antenne d'ailleurs pour contester notre antenne ou pour contester aussi d'autres prises politiques, de prises de position politique. Voyons ce qu'elle a dit sur ce sujet. Ça s'est passé correctement, il n'y a pas eu d'incident. Je ne crois pas qu'il ait pris la parole dans l'hémicycle, donc ça sera le test. Il est député et donc il peut exercer son mandat. Après, la question qui doit se poser, c'est comment exercer un mandat, comment représenter les citoyens français, comment représenter la nation lorsque on est dans sa situation. Ça me dérange toujours parce qu'en fait, on a un devoir évidemment d'exemplarité. Alors Raphaël Arnaud n'est pas mis en examen, il n'est pas accusé d'avoir commis une quelconque infraction. Maintenant, autour de lui, il avait des collaborateurs qui sont, eux, poursuivis. C'est invraisemblable. Raphaël Arnaud est condamné pour violence volontaire. Oui, pas mais dans la mort de Quentin Derengue, mais il a déjà été condamné. Mais je ne peux pas vous dire, ce monde, ce personnel politique, la complaisance qu'il a avec l'extrême gauche et la France insoumise, par peur, sans doute, par lâcheté, par calcul parfois, par intérêt aussi, est sidérant. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ils sont tous sur la même ligne. Pierre Moscovici, hier soir, qui a dit on ne va pas en faire un fromage non plus. Ça fait juste froid dans le dos quand on entend tout ça. Quand est-ce qu'il a dit ça, Pierre Moscovici? Hier sur France Info, si je ne me trompe pas. Mais il parlait de quoi? Du retour de Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas lui qui a tué ce jeune homme, il a pris un temps de pause. Je ne dis pas que c'est normal, mais on ne va pas en faire un fromage non plus. Mais qui relèvera ses propos? Mais Pierre Moscovici, vous voulez qu'on parle de Pierre Moscovici? Sérieusement? Ces gens, mais c'est invraisemblable.